Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Pablo Rodriguez. On va appeler ça nos lundis pluvieux, hein? Ouais, ça fait 2 comme ça. Hein? Ouais. Oh. Et là, on s'en va. On s'en va dans les studios de Moment Factory. Rencontrer Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine, qui vient d'annoncer une subvention de 7,8 millions de dollars à différentes entreprises culturelles pour soutenir leurs efforts d'exportation. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. C'est où, toi, Moment Factory? Je suis jamais allé. Alors, je vais aller. On le reconnaît à sa chevelure, cette tignasse noire ondulée qui a grisonné au fil de son engagement en politique. Magnifique héritage de son Argentine natale, de ses parents surtout, qui lui ont imposé, par la force des choses, un parcours hors du commun. Car à l'âge de 8 ans, Pablo Rodriguez a connu l'exil. Durant les années de dictature, les militaires ont fait disparaître des dizaines de milliers de personnes. Ils ont emprisonné et torturé de très nombreux opposants. Sa famille a été accueillie au Canada comme réfugié politique après que son père a été emprisonné, torturé pour son opposition à la junte militaire. Voilà comment, finalement, il est devenu un petit gars de Sherbrooke, amoureux de Paul Piché et du hockey de ruelle. Alors, notre ami Pablo Rodriguez, tu le fréquentes depuis quelques années, mais... Mon Dieu, c'est quelque chose de fascinant sur la politique. Il n'y a pas un journaliste québécois qui couvre la politique qui ne connaît pas Pablo Rodriguez. Il est là depuis tellement longtemps. Il était organisateur, il était militant, il était président de l'aile québécoise du PLQ, il a été député, il a organisé la course à la direction de Michael Ignatieff, et donc, puis il a surtout été l'organisateur au Québec de Justin Trudeau en 2015. Là. Alors, il est hyper connu, mais c'est pas un joueur politique connu du public, tu sais. C'est exactement le genre de personne qu'on voulait présenter dans notre podcast. La politique, il l'a dans le sang. Au fil d'une carrière axée sur le développement international, il a été, entre autres, vice-président de Oxfam Québec. Il milite au Parti libéral du Canada. Elle jeunesse, président de l'aile québécoise, il a gravi les échelons pour se faire élire pour la première fois en plein scandale des commandites. Ça lui vaudra d'ailleurs une de ses phrases célèbres. Il a appelé les Québécois à voter libéral en se pinçant le nez. Faut le faire quand même, hein? Pablo Rodriguez, c'est aussi un organisateur politique, un vrai. Et la défaite, oui, il connaît. Échec dans la course à la direction de Michael Ignatieff en 2006, emporté aussi par la vague orange en 2011 dans son comté de Honoré-Mercier. Justin Trudeau lui doit certainement une bonne part de la percée inespérée des libéraux en octobre 2015 au Québec. Merci. Mais il sera écarté du premier Conseil des ministres, nommé plutôt whip en chef du gouvernement. Puis ça avait beaucoup causé la surprise en 2015, quand les libéraux ont gagné l'élection, qu'il ne soit pas nommé ministre, tu sais. Il s'était ramassé whip en chef du gouvernement. C'est quand même un poste important, là. Mais c'est vraiment le whip du gouvernement, c'est le chef d'orchestre de la joute parlementaire, là. Donc, c'est un rôle hyper important, mais c'est pas comme être nommé ministre, tu sais. On s'entend, là. Et c'est rare qu'on voit ça, mais je connais pas de journaliste ou de commentateur de la scène politique, et même pas mal de politiciens qui, quand il a été nommé ministre du Patrimoine, c'était assez unanime que tout le monde a dit pour lui, enfin, il était temps, il le mérite.
Tu sais, c'est comme il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, il est critiqué, mais tu dis, lui, il a beaucoup donné, tu sais. Son heure est arrivée finalement en juillet dernier, nommé ministre du patrimoine. Avez-vous l'impression de vous être fait refiler une patate chaude? Non. J'aime les patates, mais non. Et si sa prédécesseure, Mélanie Joly, a payé le prix d'avoir refusé de taxer Netflix, c'est à lui que reviendra la lourde tâche de moderniser toutes les lois sur la radio et la télédiffusion au pays. Encore faut-il qu'il livre, encore une fois, le Québec et les gains espérés lors des élections d'octobre 2019. Je vous présente Pablo Rodriguez. Et voilà, merci C'est là, monsieur. Fait que c'est peut-être la porte sur le côté là-bas. On est dans les studios de Moment Factory. Vous venez de faire une annonce importante là, en termes d'exportation de la culture canadienne. C'est quoi la culture canadienne? Bonne question. Je dis souvent, c'est un peu notre passé, notre présent, notre avenir. C'est qui on est. Puis qui on est, c'est des facettes multiples. Aussi, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis profondément québécois, je suis canadien. On la vit de façon différente quand on va à Terre-Neuve, par exemple. La culture prend une toute autre saveur. C'est très musical, c'est très pop, folk, guitare acoustique. Ça se vit beaucoup à travers ça. Au Québec, on la vit à travers notre cinéma, notre télévision, évidemment notre musique. Je pense pas qu'on puisse chercher à dire voici exactement ce qu'elle est. Je dirais que c'est un ensemble de facteurs qui reflètent les diversités régionales. Et surtout pas américaine. C'est un peu comme, en opposition aux États-Unis qu'on se définit encore, non, culturellement? À l'extérieur du Québec ou de... Ça va être toujours le meilleur ami qu'on aime détester à l'occasion aussi. En fait, les Américains, souvent, on va se définir par rapport à eux, mais comme vous venez de dire, n'étant pas eux. Et c'est vrai. C'est un peu de dire aussi qu'on n'est pas Américain, ça nous fait plaisir aussi, là. Vous êtes né en Argentine. Oui. C'est quoi la culture argentine? C'est assez caricatural. Oui? C'est-à-dire que, non, mais lorsqu'on la voit de l'extérieur, la culture argentine, que quelqu'un va dire, le tango, c'est Evita, c'est le Che, parce que le Che n'est pas cubain, mais argentin. Et puis, c'est la viande grillée. Ça, si on demande aux gens, là, c'est un peu tout ça. Mais en même temps, c'est un pays qui a vécu beaucoup de soubresauts, instabilité politique perpétuelle. Et c'est malheureux parce qu'il y a un taux d'alphabétisation qui est énorme, une population très scolarisée, énormément de ressources naturelles, mais ça a été une succession de gouvernements à la fois corrompus et dictatures qui ont toujours miné le pays et amené le pays vers le bas. S'il y avait une chose à importer de l'Argentine au Canada, ça serait quoi? Peut-être la viande. Je devrais pas dire ça. C'est ça au Canada? Mon Dieu! On me fait tuer. Non, c'est sûr qu'on a la viande excellente ici, mais là-bas, c'est une tradition, c'est un savoir-vivre, c'est une façon de faire, ça fait partie de la culture. C'est quoi, raconter? C'est la façon dont elle est vieillie, la façon dont elle est coupée. Souvent, on va couper la viande ici en fonction de sa rentabilité, alors que là-bas, on veut tant de filets mignons, tant de côtes, tant ci, tant ça, alors que là-bas, c'est beaucoup plus en fonction de comment ça réagit sur la grille, en fonction du goût. C'est peut-être pour ça que là-bas, ça va pas bien, puis ici, ça va mieux. Oui. Donc, il n'y a rien qui bat un steak argentin. C'est difficile. Honnêtement, moi, là-bas, on peut le couper avec la cuillère. Ah oui? Ouais. Est-ce que vous savez l'apprêter aussi bien que là-bas? J'ai pas assez de pratique. si l'été était plus long. Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Je vous inviterai un jour, il est pas mauvais. Vous avez grandi là-bas dans une période de grande instabilité politique, la junte militaire, etc. Quel souvenir Pablo, l'enfant, là, garde de l'Argentine? C'est des souvenirs assez noirs parce que à l'époque, mon père était candidat gouverneur, donc il se présentait comme gouverneur aux élections. Et il est aussi avocat de ce qu'on peut appeler la résistance d'une certaine façon, donc avocat de dirigeants de syndicaux, avocat de dirigeants étudiants qui eux-mêmes étaient emprisonnés, avocat de leaders, autres leaders politiques, et même d'autres avocats parce que les avocats de la défense disparaissaient régulièrement. Donc, j'étais au même titre que les dissidents, finalement. Mais ils étaient tués l'un après l'autre et les survivants reprenaient le cas de ceux qui étaient morts. Alors, mon père lui-même a été torturé, emprisonné plusieurs fois.
Ils ont mis une bombe. Peu avant qu'on parte, ils ont mis une bombe dans la maison. En fait, ils en ont mis 2, de façon très stratégique. C'était très habile de la part des militaires, qui ont explosé à quelques secondes d'intervalle, donc pour faire le plus de dommages possible. Et on a tous été blessés. C'est-à-dire ma mère, mon père, moi, mes 2 sœurs. Mais personne n'est décédé. Par contre, blessé, oui. Mon père a perdu l'ouïe des 2 côtés pendant presque total aujourd'hui. Là, on a tous été affectés d'une façon ou l'autre. Donc, ça, c'était le signal clair que c'est une question de temps avant qu'il nous tue. Donc, mon père a fait le choix à ce moment-là, le choix de la famille plutôt que de sa propre, de sa carrière. En fait, c'est même pas une carrière à ce moment-là, mais il a choisi sa famille. Sinon, on serait plus là. L'exil à 8 ans, c'est quoi? Parce que c'est un exil quand même. C'est totalement un exil. Ben, on sait pas c'est quoi l'exil lorsqu'on quitte. Donc, je débarque ici, je parle pas un mot de français ou d'anglais, là. Puis moi, je viens du nord, de l'Argentine. Le nord, c'est 45 degrés, là, l'été, là. Fait que je débarque ici, puis peu après, il y a une tempête de neige. Donc, il a fallu se réhabituer. Alors, au lieu de jouer au soccer, ben, j'ai joué au hockey, dès l'âge de 8 ans. Mon premier hiver, moi, j'ai joué, au hockey, dans une ligue. Et puis, c'est apprendre le français de la façon la plus rapide possible. C'est intégré. Puis là-dessus, aujourd'hui, je suis ministre de la Culture, puis je dis souvent, mais la culture, ça joue un rôle fondamental dans ma vie. Moi, c'est en lisant les fameux Tintin, les Astérix, j'ai pris le français rapidement, puis par la suite, c'est en jouant du Paul Piché à la guitare, du harmonium. Ce sont des trucs qui ont fait en sorte que ça a facilité une intégration plus fun, je dirais. L'intégration est plus facile pour les enfants que pour les parents? Beaucoup plus facile. Ouais, on quittait les 2 à 38 ans. Moi, il y a une semaine, je vois mon père faire un discours devant 10 000 personnes. L'autre semaine, je le vois arriver ici avec rien. Donc, nous, au début, on allait à des comptoirs alimentaires. Donc, on allait d'une part à l'Armée du Salut pour s'habiller. Et d'autre part, on allait des comptoirs alimentaires pour aller ramasser de la nourriture. Et mon père a commencé à travailler à Chabanel. Il faisait du cuir la nuit. Et il a fait l'équivalent de tous ses diplômes jusqu'au doctorat. Et ma mère aussi a refait ses diplômes. Les 2 ont été professeurs à l'Université de Sherbrooke pendant de nombreuses années. Pour moi, c'est l'exemple le plus fort que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire les voir débarquer ici sans parler la langue les 2 à 38 ans, ce qui est plus compliqué qu'à 8 ans. 3 enfants, pas d'argent. Puis les 2 arrivaient à être professeurs universitaires, étaient impliqués dans toutes sortes de choses. C'est un exemple que je suis, en fait, toute ma vie. L'exil, être réfugié, est-ce que c'est de renoncer au rêve de l'Argentine que vos parents voulaient ou c'était embarquer dans un nouveau rêve qui était celui du Canada? Je pense que cette Argentine-là, je la laisse à d'autres rêver, c'est-à-dire ceux qui sont encore là aujourd'hui. L'Argentine que mon père a rêvé probablement n'existera jamais, étant donné le fonctionnement politique. Je ne sais pas comment sortir de ce cercle vicieux-là. Gouvernement après gouvernement. C'est très difficile. Et c'est triste parce que c'est un pays qui est magnifique, c'est un peuple qui est magnifique, mais c'est très difficile. Et alors, j'essaye de faire mon bout de chemin ici. Quand on est arrivé ici, je me souviens toujours, mon père, on a survécu. Puis j'en compte même pas un dixième, un centième, mais on est arrivé ici de peine et misère, puis mon père m'a dit, mon fils, il dit, on est au Canada, il dit, c'est un pays de tant d'opportunités. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, mais s'il vous plaît, il dit, pas de la politique. Ça n'a pas marché. Là, mais... Il voulait pas du tout? C'était comme... Il espérait que je fasse d'autres choses. Puis honnêtement, ça aurait pu, mais la politique, je dirais que c'est dans le sang. C'est pas juste mon père, c'est aussi une... Pourquoi? La politique, pourquoi c'est dans le sang? Ça s'explique pas. Ça, c'est là parce que c'est là. C'est la volonté de vouloir changer le monde, changer la société, je sais pas. Mais vous l'aviez même quand vous étiez jeune, ça? Oui. Bon, quand j'étais jeune, je parlais pas français, puis j'ai été élu président de classe. Non, come on! Oui. Comment vous avez fait? Je sais pas. Vous avez acheté des bons, vous avez corrompu les élèves de la classe? Non, je me suis présenté. Moi, j'avais toujours pour dire que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, puis si quelqu'un d'autre le fait, chiale pas. T'sais, fait que prends ta place ou assis-toi. Puis moi, je me suis toujours dit, je vais être impliqué d'une façon ou de l'autre. Puis je pense pas qu'il y avait de stratégie ou quoi que ce soit. Je voulais me présenter comme président de classe, puis ça a marché. Puis j'ai continué. J'ai été président du BAL, président des étudiants du secondaire, du marketing à l'université, président des jeunes libéraux, président du parti. Qu'est-ce que vous aimez de la politique? Parce que les gens qui nous écoutent, les gens, ils sont tellement cyniques face à la politique. Souvent avec raison. Ah oui? Souvent, oui, parce que ce que je veux pas, c'est, malheureusement, c'est que souvent, ce que l'on voit, c'est le côté un peu plus sombre, la politique. Parfois, on n'est pas des exemples, à tous les jours. Et, ce que j'aime de la politique, c'est
il y a cette capacité de changer les choses. Mon père m'a toujours dit, l'être humain ne dispose pas d'outils parfaits pour améliorer la société. Le meilleur outil dont il dispose jusqu'à aujourd'hui, c'est la politique. Et voilà. Donc, c'est essayer de changer le monde. Mais vous avez l'impression de contribuer à changer le monde? Oui. Comment? Pas autant que je voudrais, mais d'une certaine façon, oui. Moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans la rue aussi pour toutes sortes de causes. J'ai milité pour un paquet de trucs. Puis après ça, je me suis dit, regarde en fonction, d'une part, de ton tracé de vie, de ta passion pour la politique, mais regarde voir si tu peux pas aller de l'autre côté, à l'interne, faire partie des gens qui travaillent pour essayer de changer les choses. Puis oui, on peut jamais changer autant qu'on veut, mais on peut en changer un peu plus qu'on pense parfois aussi. Qu'est-ce que vous pensez avoir changé dans la politique? Dans la vie des gens? J'ai jamais eu de rôle majeur comme j'ai fait, moi, à changer ça, là. Mais c'est en contribuant avec d'autres personnes à faire en sorte qu'on prenne certaines directions comme groupe politique, comme parti, dans l'opposition. De quoi vous êtes fier? J'avais présenté un projet de loi sur Kyoto, que j'avais eu l'appui de Jules Duceppe, de Jack Layton à l'époque. C'est un gouvernement minoritaire, on a réussi à le passer. Et Stephen Harper m'accusait de tous les maux que j'allais faire en sorte que l'économie canadienne fasse faillite et tout. Ce qui n'était pas le cas. Le projet de loi est passé, ce qui forçait le gouvernement à respecter les objectifs de Kyoto. Ça a eu beaucoup d'impact à l'époque, mais par la suite, les conservateurs sont devenus majoritaires. Donc, dans un bill omnibus, il a tué mon projet de loi. Alors, l'impact était là, mais limité. Je vous écoute. Je me rappelle de ce débat-là parce que vous aviez beaucoup défrayé la manchette à l'époque. Oui, parce que c'est vous qui me l'avez annoncé. J'étais au Mexique, vous m'avez rejoint sur mon cellulaire et vous m'avez dit « Votre projet de loi vient d'avoir obtenu la sanction royale. » J'ai dit « Magnifique. » Ah oui, mon Dieu, je me rappelle même pas. C'est fou, ouais. Mais je me disais, si un député d'opposition faisait quelque chose de semblable en ce moment, vous êtes un gouvernement majoritaire, vous leur laisseriez carte blanche pour venir mettre du sable dans l'engrenage de votre vision économique? Non, c'était de bonne guerre de Stephen Harper de le bloquer, c'était idéologique. Oui, c'est idéologique, c'est philosophique. C'était pas un stunt un peu, votre projet de loi? Non, moi j'y croyais, honnêtement, j'y croyais beaucoup. J'avais l'impression qu'on pouvait d'une certaine façon attacher les mains du gouvernement, le forcer à respecter notre engagement envers Kyoto. J'y croyais sincèrement, c'est peut-être un peu côté naïf, mais et ça a d'une certaine façon un peu fonctionné aussi, là. Ça a attiré l'attention sur le fait que le Canada avait signé Kyoto, qu'il avait ratifié, qu'il y avait des obligations qui découlaient de tout ça. Donc ça a eu un peu de vie, là. L'expérience de vos parents, de cette vie qu'ils ont construite ici, des drames qu'ils ont vécus, du militantisme de votre père, est-ce que ça a une influence sur votre vision de la politique et la façon dont vous la pratiquez? Oui, parce que j'ai encore un côté un peu idéaliste. Je regarde un peu mon père aujourd'hui, ça me fait sourire, à 82 ans, puis on se parle régulièrement. Il enseigne à l'université encore, mais au Mexique, dans les montagnes du Mexique. Il enseigne quoi? Sociologie, mais la politique pas mal. Et je vois encore que nos discussions qu'on avait autour d'un verre de vin là, quand j'étais adolescent et tout, qui étaient très idéalistes, ont pris deux chemins un peu différents. Lui continue un peu, et avec toute mon admiration, avec tout cet idéalisme-là, que moi j'ai peut-être un peu perdu parce que à un moment donné, on est appelé à prendre des décisions, à gouverner, et on réalise aussi les limites qui existent, qui sont réelles autour de nous. Il y a 1 an et demi à peu près, vous avez été de ceux que le gouvernement a envoyés en mission carrément aux États-Unis, dans les différentes communautés de migrants. Vous, bien sûr, vous parlez espagnol, vous avez été envoyé à Los Angeles, etc., auprès des communautés sud-américaines pour leur expliquer que les migrants qui se pointent à la frontière, il fallait que ça cesse, que le Canada, on rentre pas au Canada comme dans une grange. Il y avait pas quelque chose d'équivoque pour vous sur un plan humain. Tout le monde comprend le rationnel de faire ça. Ouais. Mais quand on est soi-même un enfant de réfugié, il y a pas quelque chose de malaisant à aller faire ça, aller dire à des gens, vous avez un rêve, puis c'est vrai qu'on a un beau pays, mais oubliez ça. Oui, je comprends très bien votre question. Moi-même, je l'ai dit la première fois, parce que j'ai fait, je crois, 8 voyages.
C'était comment? Je disais à mon équipe, les gens qui m'accompagnaient, je disais, bon, mais je m'en vais là-bas pour leur dire, faites pas comme moi, venez pas au Canada pour avoir une très belle carrière, restez ailleurs. Mais c'est plus complexe que ça. En fait, c'est pas ça du tout. Ce que j'essaie d'expliquer, leur expliquer, c'est que on a un système d'immigration qui est robuste, qui est solide et qui respecte l'ensemble des traités qu'on a signés, des conventions internationales. Mais ce système-là doit être respecté. On peut pas rentrer comme ça. On peut pas faire ce qu'on a vécu là récemment. Et notre système fonctionne uniquement à cause d'une chose, parce que jusqu'à maintenant, il était respecté. Là. Alors, il faut que ça continue. Mais quand vous les voyez, ces caravanes de migrants qui traversent l'Amérique du Sud à pied, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah non, parfois, ça vient me chercher tout le temps. Ça brise le cœur aussi. Parfois, là, j'ai vu la photo de l'année qui vient d'être choisie. Une petite fille de 3 ou 4 ans qui pleure pendant que sa mère est fouillée par un agent américain à la frontière. Mais en même temps, il y a des... Vous savez, nous, lorsqu'on est arrivé ici comme réfugiés politiques, il a fallu prouver qu'on était réfugiés politiques. Et nous, on avait une série d'articles, on avait des piles d'articles qui faisaient référence à la bombe dans la maison, aux attaques chez nous, etc. Donc, ça a été facile à ce moment-là. Puis il y avait une volonté réelle du Canada et du Québec d'aider les gens qui étaient victimes de ça à l'étranger. Et moi, je dis, on va toujours être là pour accueillir les gens qui sont des réfugiés, mais on ne peut pas ouvrir les portes à tout le monde parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Ça serait bien si on pouvait le faire, mais on ne peut pas le faire. Notre système n'est pas établi comme ça. Notre société n'est pas établie comme ça. On n'a pas les ressources pour intégrer tout le monde. Donc, on doit faire en sorte que les règles soient respectées. Vous avez, dans votre carrière aussi, été vice-président d'Oxfam. Vous avez beaucoup tourné. C'était quoi cet attrait pour l'international? C'était encore une fois, ça fait un peu trop idéaliste peut-être, mais c'était changer le monde. C'est-à-dire que ça précédait ma carrière en politique. J'ai été, pendant 7 ans, je dirigeais les projets internationaux du Club 2 tiers, qui était une ONG ici, qui faisait la marche 2 tiers, des milliers de jeunes qui marchaient dans la rue pour la solidarité internationale. Ensuite, je suis devenu président du Club 2 tiers. Je l'ai fusionné avec Oxfam et je suis devenu vice-président d'Oxfam pendant 4 ans. Donc, et j'ai travaillé dans une quarantaine de pays, là, gérer des projets de lutte à la pauvreté, droits des femmes, sortir les jeunes de la rue à travers le sport, à travers la musique, construire un puits pour faire en sorte que des femmes qui devaient marcher 2 kilomètres et puis à le faire. Des choses comme ça en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et c'était cette volonté-là de vouloir changer les choses. Une mesure très humaine. C'était des projets de ONG, c'est rarement des très grands projets, c'est des petits projets, mais qui peuvent changer la vie d'un village. Et la politique est un peu une extension de ça. Il n'y a pas un côté aussi, par ailleurs, le côté, vous allez me trouver cynique, mais que toute cette industrie de l'aide internationale finit par entretenir la dépendance de ces pays-là sur la richesse, l'organisation, la gouvernance des pays développés, non? Et moi, je dirais ce qui contribue à ça, c'est le fait que on continue à payer des produits, des matières premières beaucoup moins chères. Pourquoi est-ce qu'on a tel prix pour nos bananes? Pourquoi est-ce qu'on a tel prix pour tel autre fruit ou tel autre légume ou le café ou quoi que ce soit? Je pense que si les pays industrialisaient, dans bien des cas, payaient les prix qui sont justes, les distributeurs là-bas, les fermiers, les ouvriers gagneraient mieux leur vie, auraient des meilleures conditions de vie et seraient moins tentés soit de quitter leur pays ou seraient moins dépendants vers l'aide internationale. Ça, de quelqu'un qui est ministre dans un gouvernement qui croit au libre-échange. Mais j'y crois. Non, mais je crois au capitalisme et à tous les mots qui viennent avec. Oui, mais je crois à un capitalisme humain. Je crois à une économie de marché qui a un visage humain également. Je ne crois pas à la théorie au plus fort la poche qu'on doit gagner sur tout. Et puis, tant mieux si on s'enrichit énormément, même sous le détriment d'autres, parce que les autres, c'est qu'à bout de ligne, on va finir par payer un prix aussi. Quel pays vous a marqué le plus dans tous ceux où vous avez travaillé? Ah, mon Dieu. Il y en a tellement. Le Sénégal, pour la chaleur des gens, s'asseoir autour d'un énorme bol, puis chacun manger du couscous avec ses mains. Le Salvador, que j'ai visité pendant la période de la guerre civile, de voir des enfants... Autant d'enfants qui marchaient avec des béquilles parce que ils avaient perdu une jambe, ils avaient perdu... En fait, ce qui m'est arrivé un incident bizarre, c'est qu'à un moment donné, je me suis cassé le pied pendant l'une de mes séjours au Salvador et il n'y avait plus aucune béquille, ni de plâtre, parce que c'est à cause de la guerre.
Donc, j'ai sauté pendant une semaine sur un pied cassé, en fait, sur l'autre pied jusqu'à temps qu'on puisse me rapatrier. C'était des réalités vécues là-bas. Je me souviens aussi que je quittais un village pour un autre village. Il était un peu tard, on n'aurait pas dû quitter à cette heure-là, puis le chauffeur m'a donné son fusil. Et puis il m'a dit, moi, je pèse sous le gaz. Puis si quelqu'un nous arrête, tu tires, parce que si quelqu'un nous arrête, c'est pas nécessairement des gens qui sont gentils. Ça, c'est pas respecter les règles. Non, mais ça, c'est notre époque. Ça. Mais des fois, c'est des règles, mais c'est des règles de survie aussi. Je veux dire, faut parfois apprendre à survivre dans certaines. Ça, c'est des choses que j'ai vécues dans la vingtaine, lorsque je travaillais à l'international. Et je suis pas sûr, j'aurais le courage aujourd'hui de les revivre, mais au moment où on les vit, on y pense pas, puis on fait ce qu'on doit faire. Est-ce que ça vous manque, cette période d'engagement très idéaliste, où on va dans un pays, on le fait le puits, là, tu sais. Oui. On comprend que c'est très tangible, l'action qu'on a, l'impact sur la vie des gens. Est-ce que ça vous manque? Maintenant, Oui. Vous êtes ministre, vous êtes comme en haut de tout, là. Vous êtes plus... Oui, ça me manque beaucoup. Ça me manque énormément parce que il y avait du très concret, là, lorsqu'on allait au début du projet, je sais pas, une construction d'école, puis je revenais quelques mois après, puis une école, ça pouvait coûter 10 000 là. C'était pas, c'est quelques classes, puis le village y allait, là. Puis lorsqu'on vient, puis là, tous les enfants qui sont habillés, puis ils chantent leur hymne national, puis sont contents, mais on a l'impression qu'on change la vie de ces gens-là pour le mieux. Et ça, c'est très valorisant d'une certaine façon. On le fait pas pour ça, mais ce qu'on va retrouver moins en politique, en tout cas au fédéral, parce que souvent, on va manger le pot, pas nécessairement les fleurs, mais ça fait partie de la job. S'il y avait le grand chantier du développement international pour les prochaines années, c'est quoi, vous pensez? Moi, je crois beaucoup au projet à dimension humaine. J'ai toujours eu un peu de doute sur les projets de gouvernement à gouvernement bilatéraux où il y a beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de fonctionnaires impliqués, beaucoup de hiérarchie. Je crois beaucoup au projet à dimension humaine où c'est facile de suivre l'argent, où c'est facile de voir l'évolution du projet, où c'est facile de voir l'état d'accomplissement du projet. Moi, j'investirais plus si c'était moi dans les ONG, peut-être moins dans le gouvernement. Ah oui? Ouais. Parce que... Là, je devrais pas dire ça non plus, hein. Non, mais c'est correct. Vous n'êtes pas ministre du développement international. Là, je vois mes conseillers là-bas sont nerveux, là. Vous êtes un vrai politicien depuis votre plus jeune âge. Vous avez monté là, dans les rangs, là, tu sais, l'aile jeunesse, l'aile québécoise, être député, perdre, regagner, reperdre. Ça prend de la patience, la politique? Oui, en fait, ça, je n'ai pas tant que ça de la patience, c'est plus la passion que j'ai. J'aimerais bien être un peu plus patient, là, mais faut y croire. Hein. Puis un jour, j'espère qu'un jour, ça va partir, puis je vais pouvoir passer à autre chose. Mais tant aussi longtemps que je vais avoir l'énergie, la fougue, la passion, c'est ce que je vais vouloir continuer de faire avec... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous allume de faire ça? C'est de faire une différence dans la vie des gens. Je sais que ça a l'air banal de dire ça, je sais que ça fait presque partie des lignes qui seraient écrites par un directeur des communications, mais c'est pas le cas. Ça a été tout ça, comme ça, tout le long de ma vie. Je sais pas, j'étais avec Perry Bellegarde la semaine dernière en visitant... sa terre natale. Il m'a amené chez lui visiter là où il a grandi, là où il est né. Lui qui est le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Oui, c'est le boss de tous les boss des Premières Nations. Là. C'est le chef national des Premières Nations. On travaille ensemble sur des projets. Et là, je vois qu'on fait une différence très concrète quand on permet, dans un autre chapitre, là, comme aujourd'hui, l'annonce que je viens de faire, à des entreprises de chez nous de se démarquer, de réussir, des entreprises québécoises de Montréal. On a une de Québec aussi, qu'on leur permet d'être les meilleurs dans le monde, mais ça aussi, c'est un impact concret. Tu sais. Alors, on sent que le petit bout de chemin qu'on fait avec d'autres, ça vaut quelque chose. Dans ma recherche, et mon réalisateur n'en revenait pas, j'ai retrouvé une citation de vous pendant le scandale des commandites où vous aviez appelé les Québécois à voter libéral en se pinçant le nez. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'était mon premier scrum, puis c'était pas mon meilleur. Je voulais dire, c'est vrai, là, c'est pas une joke, je voulais dire de retenir leur souffle, en voulant dire d'attendre. Mais je ne savais pas quoi dire. J'étais entouré de plein de caméras, c'était mon premier scrum à vivre. J'ai dit, faut se pincer le nez au lieu de... Mais c'est ce que vous vouliez dire. Non, ce que je voulais dire, c'est de se retenir, c'est-à-dire
retenir le souffle. Attendez de voir les conclusions, parce que moi, je trouvais que c'était très hâtif. On tirait les conclusions sans même avoir soit le rapport ou un rapport préliminaire ou quoi que ce soit. Alors moi, puis il faut comprendre c'est quoi un Scrum. Vous le savez, vous l'avez vécu de l'autre côté. Là. Moi, quand on a 15 caméras puis des micros d'un bord, puis là, moi, j'arrive. Et puis là, je veux essayer de dire, mais de façon imagée, attendez pour porter un jugement. Donc, au lieu de retenir votre souffle, c'est pincez-vous le nez, ça a un peu mal sorti, en fait. C'est drôle que vous en rappeliez. Ah, je pense que ça semble toute ma vie, je vais m'en rappeler. C'est une gaffe énorme. C'est une erreur. Comment on sent qu'on fait une gaffe comme ça en campagne électorale? Mauvais. On sent. Parce que après, je rentre dans le caucus du Québec et puis je vois Jean Lapierre et les autres qui sont là puis me regardent. Je sais, ils n'ont pas besoin de rien dire. J'ai dit, je sais, gang, je sais, j'ai fait une erreur. Je sais pas ce que je voulais dire. Je suis désolé. Mais Jean Lapierre avait déjà aussi dit qu'en politique, des fois, il faut laisser des petits bouts de peau sur l'asphalte. Là. Alors lui aussi, il avait l'air imagé, mais on le lui pardonnait plus qu'à vous, c'est ça? Il était meilleur que moi. Jean a toujours été meilleur que moi dans ces choses-là, et de loin. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Ramener autant que possible la communication au langage plus commun. Parler en essayant d'allumer les gens lorsqu'on parle. Être moins technique, moins technocrate, plus allumé, utiliser plus l'humour lorsqu'il est nécessaire, même lorsqu'on passe des messages qui sont importants et ça n'enlève rien du tout à l'importance du message. C'est juste une façon. Mais c'est plus risqué de faire la politique comme ça. Oui, puis la preuve, c'est que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait une gaffe majeure. Mais il y a quelque chose de le fun de pouvoir communiquer de cette façon-là. J'espère que je me suis amélioré un peu. Là. Mais j'ai fait un détour sur cette anecdote, mais alors, vous étiez dans le cœur de la tempête des commandites parce que vous étiez président de l'aide québécoise, après ça, député, dans 2 campagnes. Puis, en même temps, là, vous vous apprêtez à vous lancer dans une autre campagne électorale, dans un contexte qu'on va dire qui est difficile. Si votre gouvernement essaie de tourner la page sur SNC, etc. Il n'y a pas la peur que des fois, par loyauté pour un parti, on finit par sacrifier ses principes quand notre gouvernement, notre parti est pris dans des tourmentes? Ben, on ne peut et on ne doit jamais sacrifier ses principes. Il y a des fois des choses qu'on doit laisser de côté. Ça, on n'a pas le choix parce que gouverner, c'est un effort commun, c'est l'art du possible. Et parfois, on fait pas tout ce que j'aurais souhaité, ou des fois, il y a des choses que je souhaiterais qu'on fasse pas. Ça arrive, ces choses-là. Mais dans le cas des commandites, moi, lorsque tout ça est arrivé, je n'étais même pas député encore. J'allais être député. Là. Ma première campagne, là, c'était en plein 2004. En 2004, là. Fait en termes de timing, là, c'est le pire à vie, là. C'est vraiment, là, si je l'avais... C'est pourri, là. 2004, 2006, 2008, puis là, 2011, où j'ai été défait. C'était un mauvais timing. Je regarde pas, évidemment, parce que... Mais on va y revenir, mais vous avez réussi à pas répondre à ma question sur comment on fait parce que vous vous retrouvez dans l'œil du public, vous vous retrouvez comme ministre, à être forcé à défendre un gouvernement, même si dans des choses, puis là, j'ai nommé SNC parce que c'est en ce moment, à l'époque, c'est les commandites, mais vous êtes pris à affronter les tempêtes de l'ensemble de l'équipe. Vous n'êtes pas toujours à l'aise avec ça. Non, comment on fait pour se réconcilier avec ça, sans se dire, bon, mais chaque, tu sais... Ben, faut regarder l'objectif ultime. C'est-à-dire, faut regarder plus loin. Là, les anglophones disent le big picture. Il faut regarder qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir ensemble comme équipe. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le projet social. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le plan économique, au niveau de la culture. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers ça, vers cet idéal-là commun qu'on a comme équipe? Si oui, ben, le fait à l'occasion de laisser des choses de côté devient viable. Pas souhaitable, mais viable. Parce que la personne qui essaie d'aller gagner tout et avoir tout ne pourra jamais faire de politique. C'est l'art du compromis, la politique? C'est l'art du compromis, c'est l'art du possible, beaucoup, ouais. Vous avez fait référence, vous, la défaite, quand même, vous connaissez ça, là. Vous avez perdu... les libéraux ont perdu le pouvoir en 2006. Oui. Après ça, vous étiez coprésident de la course de Michael Ignatieff à la direction du Parti libéral. Qu'on a perdu contre Stéphane Dion. Que vous avez perdu contre Stéphane Dion. Fallait quand même le faire, là. Et, merci. Puis en 2011, vous, dans un comté hyper
sécuritaire de Montréal. Là. C'est un côté quand même libéral. On s'entend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Là, ouais. Vous perdez à cause de la vague orange. Ouais. C'est quoi la défaite en politique? Aïe, aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, ça m'a pris du temps à l'absorber. Les gens plus proches de moi, plus près de moi, l'ont absorbé beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils l'ont encaissé, là, puis ça fait mal. Puis les premières semaines, premiers mois, en fait, je me suis Ça, c'est celle de 2011? 2011. Ma défaite comme député, je me suis dévoué à trouver un job à ma gang. C'est ce que j'ai réussi à faire, à trouver un travail à mes employés qui travaillaient pour moi. Puis je me sentais responsable de la perte de leur travail. Donc, si moi, je perds ma job comme député, d'autres perdent leur job conséquemment, ceux qui travaillent pour mon bureau. Alors, je les ai aidés soit pour intégrer des études ou travailler, etc. Puis la défaite m'a fait mal plus tard, par la suite. Parce que c'est un rêve, c'est toute une vie. Là, puis on sait jamais. Moi, j'ai été privilégié, je suis revenu en 2015. J'aurais pu ne pas revenir, ça aurait pu ne pas marcher du tout. Et c'était peut-être la fin en 2011 de mon rêve. Puis je me souviens encore les fameux livres, là, Why Gods Have Abandoned the Liberals, c'est pourquoi les lieux... Oui, il y en a eu des livres hein, sur la mort du Parti libéral. Le Parti libéral, en 2011, était mort et enterré plusieurs fois. Et on essayait de nous faire rentrer ça à la tête. Moi, j'y ai pas cru. J'avais très mal. J'avais très mal parce qu'au-delà de la défaite personnelle, c'est un parti auquel je crois. C'est des gens auxquels je crois. C'est des collègues qui ont perdu leur job. Ouais. C'est un chef que Michael, que j'aimais beaucoup sur le plan beaucoup. Personnel. Oui, c'est sur le plan politique, il y avait ses limites, là, on l'a constaté. Mais c'est un homme, moi j'avais décidé d'appuyer Michael parce que c'était un homme qui était pas unidimensionnel. C'est-à-dire qu'il pouvait parler d'un paquet de trucs. C'est pas uniquement de politique. Et souvent, le problème qu'on a, nous, les politiciens, c'est qu'on s'assoit ensemble, on parle uniquement de politique. Alors que Michael, je pouvais parler de sexualité, de théologie, de vin, d'histoire, et d'à peu près tout. Et ça rendait le personnage extrêmement intéressant, ce qui n'a pas nécessairement fait un bon politicien, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croyait profondément à ce qu'il faisait. Et il y a aussi une question de timing. Hein. Dans tout ça, là. Je veux dire, c'était pas le plus grand politicien, mais il faut dire que le contexte n'était pas très favorable aux libéraux non plus. Là. Non, parce que quand il s'est lancé dans la course à la direction en 2006, ouais. Je me rappelle, j'étais jeune journaliste et je suivais l'équipe Ignatieff. On était dans des rassemblements là, de personnes âgées dans le nord de la ville, puis les gens étaient pendus à s'élever. Il y avait quelque chose qui se passait, puis qui est mort en cours de route. Il y avait un aura, mais c'était pas naturel pour lui. Michael, c'est un penseur, c'est un homme qui est absolument brillant, moins porté sur la vulgarisation, moins porté sur le discours politique, parfois un peu trop intellectuel dans ses propos, fait que des fois parfois dur à suivre, mais ça demeure un être que j'adore, là, que j'aime énormément. C'est une belle personne. Vous disiez que le Parti libéral était en panne, on a écrit sa mort et son épitaphe 1000 fois. Il y en a d'autres, des partis politiques qu'on n'aimera pas, mais dans l'univers actuel, qui sont pas loin du cimetière, dont on dit qu'ils doivent se réinventer, qui sont au bord du gouffre, etc. Quel conseil vous donneriez à un parti? Qu'un parti ne mourra jamais tant aussi longtemps qu'il y a assez de gens qui y croient profondément, puis qui ont le cœur au ventre, puis assez de tripes pour se battre pour ce que le parti véhicule, pour ses idées, pour sa vision, etc. Là, moi, lorsque les gens me disaient et me disent aujourd'hui le bloc c'est fini, je dis non, le parti n'est pas fini tant qu'il n'est pas terminé. N'importe quel parti peut renaître quand il y a des gens qui portent ce rêve-là. Mais qu'est-ce que ça prend quand on perd parce qu'il faut réinventer un parti. Je veux dire, le Parti libéral, c'était plus facile, vous avez Justin Trudeau, ça aide à la réinvention. Mais il y avait d'autres choses aussi. Ça prend plus que ça, là. Il y avait d'autres choses aussi. Une histoire commune. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour nous, qui se sont retrouvés dans le parti parce que c'était des libéraux. Et je suis sûr qu'il y a des gens du Bloc ou ailleurs, au Parti québécois, qui sont en attente, si vous voulez, un peu de ça, là, de qu'on leur fasse revivre cette magie-là. Et on pourrait voir une certaine adhésion, réadhésion à ces partis-là ou à d'autres partis. Moi, j'ai jamais compté un parti politique pour mort. Ça serait une erreur. Est-ce que vous craignez, dans le contexte actuel, les gens ont embarqué dans Justin Trudeau en 2015. Il y a un phénomène qui s'est créé, là. Il était là, il était connu, les gens pensaient qu'il était pas prêt, puis tout d'un coup, ils ont dit « OK, on embarque dans son affaire ». Mais là, vous êtes organisateur politique, vous êtes organisateur au Québec. Vous ne pouvez pas recréer le même moment, là. On ne peut pas recréer la magie de 2015, là.
On fait quoi, là? Non, mais puis on n'a jamais pensé le refaire non plus, là. Nous, on se dit depuis, ça fait au moins 2 ans, qu'on réfléchit à la prochaine campagne, puis on se dit, oui? La prochaine, oui, on s'est toujours dit, la prochaine ne sera absolument pas comme la dernière. Tout d'abord parce que, on n'a pas Stephen Harper. 2, on a un bilan, ce qu'on n'avait pas à l'époque, donc il faut le défendre. Puis c'est pas. Et quelques casseroles. Oui, mais pas de ça qu'on va parler, nous autres, en tout cas. mais on a un bilan qui est solide. Si vous regardez la baisse d'impôts, puis je ne veux pas faire de pitch politique, mais la baisse d'impôts de la classe moyenne, l'allocation familiale pour enfants, ça a changé des vies, ça. Ces sous-là, que des familles avec de jeunes enfants reçoivent par mois, là, non imposés, ça a changé des vies, là, de façon structurelle, là, vraiment de façon importante. Fait qu'on a ce bilan-là, on va le défendre. On a la culture, on a investi plus que jamais, encore aujourd'hui. Alors, moi, je suis fier d'aller dire ça, là. C'est quoi un bon organisateur politique? Moi, je suis pas un... Il paraît que vous êtes un bon organisateur. Non, je suis pas un bon organisateur. C'est-à-dire que je suis un rassembleur. Plus que d'autres choses. En fait, ma job, moi, là, ça a toujours été ça. C'était rassembler des gens, aller chercher du monde. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire les calculs, suivre tout ça sur nos fameux chiffriers, sur nos programmes très sophistiqués et tout ça. Moi, ma force, c'est vraiment d'ouvrir des portes, aller chercher des gens pour qu'ils embarquent dans le projet. Mais c'est devenu une science, l'organisation politique, hein? Par rapport à avant, là, entre quand vous avez commencé puis les campagnes politiques qu'on mène maintenant. Oui, expliquez-nous comment c'est pour nos auditeurs. C'est devenu une science pour un groupe de travail à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est pas ma job. Moi, ce bout-là, c'est pas moi qui le fais. Je le laisse à d'autres. Ils sont pas mal plus compétents, souvent bien plus jeunes que moi. Moi, encore une fois, c'est vraiment d'aller ouvrir des portes, rencontrer des gens, les intéresser au projet, puis ensuite, l'autre équipe passe, cumule les données. Vous savez, tous les partis politiques ont des bases de données extrêmement modernes, articulées, flexibles, sont capables de comparer un paquet de données. Et ça a été très révolutionnaire. De la même façon que les outils dont on dispose aujourd'hui accélèrent la façon dont on va chercher les données. Par exemple, lorsqu'on fait du porte-à-porte, au lieu de prendre des notes sur une feuille, on a un téléphone intelligent et on rentre ça sur le téléphone intelligent automatiquement. Un programme qui existe et les données sont transmises directement à la base de données à la centrale en temps réel. Donc, si je fais 40 portes pendant 2 heures, au bout de 2 heures, tous les résultats sont compilés, évalués, etc. À la centrale du parti. Ça mène pas au clientélisme en politique, ça? Au lieu des grands idéaux? Ça peut le faire si on fait... Puis je pense que tous les partis politiques font certains calculs, c'est comment. Mais on sait aussi une chose en politique, c'est que c'est pas tout le monde qui va voter pour nous. Et donc mais c'est vrai, on s'entend. Là. Le but, c'est de n'avoir plus qui votent pour nous que contre nous, là, autant que possible. Mais il faut savoir aussi comment aller chercher notre public cible. Puis on sait qu'il y a des gens qui voteront jamais pour nous. Il y a des gens qui sont plutôt favorables. Puis la bataille lors d'une élection se fait dans le milieu. Ceux qui vont peut-être voter pour nous et peut-être pas voter pour nous. C'est quoi la part du candidat? Certains sondeurs disent que c'est à peine 2%. Vous croyez à ça, vous? Moi, je crois que c'est un peu plus que ça. Mais ça dépend. Moi, ça peut être 0 dans certains cas, ça peut être 10. Moi, je pense que quelqu'un comme Thomas Mulcair a un énorme impact dans Outremont lorsqu'il y a eu l'élection partielle. Là. C'est indéniable. Là. C'est pas du 2%. Là. On parle de beaucoup plus si on regarde les chiffres du NPD. Il y a des candidats qui comme ça, vont un peu transporter le parti dans leur comté. Moi, je dirais que ça peut aller jusqu'à 10%. Ça dépend. C'est quoi un bon candidat? Comment vous les choisissez, vous? Un bon candidat, c'est quelqu'un qui a du cœur au ventre, qui comprend à l'entrée de jeu que ça va être difficile, parce qu'il va y avoir des bons moments et des mauvais moments. Puis encore une fois, il faut essayer d'avoir plus de bons moments que de mauvais. Quelqu'un qui comprend les raisons pour lesquelles il est là. C'est-à-dire que, sans nécessairement connaître toutes les facettes du programme, c'est quelqu'un qui connaît les valeurs, les principes, les idéaux pour lesquels il est prêt à se battre, la façon dont ça se transforme dans un programme politique. Ça, c'est le job de la gang de politique de le faire, là, mais quelqu'un en politique doit savoir pourquoi il va là. Si tu sais pas pourquoi tu es là, ce à quoi tu crois, mais vas-y pas, là, va faire d'autres choses. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui voulait se lancer puis vous étiez pas sûr? J'ai déjà eu une discussion avec un candidat qui, en fait, potentiel, mais qui n'est pas devenu candidat parce que j'ai conclu une conversation en lui disant mon homme, je sais vraiment pas qu'est-ce que tu fais ici parce que t'es pas un libéral, en tout respect, t'es un conservateur, tout ce que tu défends là, c'est vraiment pas ce que moi je défends. Si tu veux aller en politique, moi je te suggère d'aller cogner à part de l'autre bord, mais chez nous, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il était surpris? Un peu. oui, un peu. Mais je veux dire, faut être capable de dire la vérité, puis aussi pas s'auto-infliger je veux dire, un candidat comme ça qui va venir dire un paquet de trucs qui correspondent absolument pas à ce à quoi on croit.
Est-ce que c'est plus difficile de nos jours recruter des bons candidats? De nos jours, ce qui est complexe, c'est qu'il y a une certaine démobilisation envers la politique structurée, organisée, la politique partisane. Je dis pas que les jeunes sont moins intéressés par les causes. Je dirais qu'ils sont le plus qu'avant. Mais ils peuvent aller chez Greenpeace, ils peuvent aller chez Oxfam, ils peuvent aller dans un paquet d'organismes qui défendent des causes et n'ont pas besoin nécessairement des partis politiques pour les véhiculer. Donc, notre défi, nous, on est un peu en concurrence avec ces gangs-là, ces organismes-là, c'est de leur dire, écoutez, venez avec nous autres changer le monde à l'intérieur d'un parti. C'est ça, la concurrence. Comment on les trouve, ces candidats-là? Ça se fait soit de façon spontanée, c'est des gens qui ont réfléchi depuis un bout de temps, puis qui disent, regarde, moi, c'est un bout puis je veux venir avec vous autres. Puis là, j'ai ce dialogue-là. Comme le premier ministre m'a renommé co-président de la campagne, donc ce que j'étais la dernière fois. Alors, je suis en mode recrutement actuellement, et ça se fait de deux façons. Un côté plus proactif où j'approche des gens, mais aussi un côté réactif où j'ai un paquet de gens qui ont demandé à me rencontrer. C'est ce que je vais faire par exemple cet après-midi. C'est ce que j'ai fait un peu la semaine dernière. Et il y a vraiment des gens intéressants ce qui s'en viennent. Là. C'est pas un spin, là, je sais que tout le monde dit ça, mais il y a du monde qui est vraiment intéressant. C'est quoi le nationalisme québécois? Le nationalisme québécois, c'est... En fait, il faut toujours faire attention aux termes. Moi, par exemple, je me décris comme profondément québécois. Et il y a peut-être des gens qui peuvent penser l'inverse, mais je suis profondément québécois. Je suis jusqu'au bout de mes tripes. Je l'ai toujours été. Je me suis toujours senti comme un Québécois dans une gang qui vient d'ailleurs. J'ai toujours été... J'aime pas tellement le terme nationalisme, mais si on avait à se définir comme nationaliste, j'étais un peu plus celui qui était nationaliste dans ma gang au PLC. Ça a toujours été un peu comme ça. J'ai toujours dit que le Québec indépendant serait viable. J'ai jamais cru aux campagnes de peur. Moi, je pense que le Québec séparé indépendant serait viable, mais on est plus fort à l'intérieur du Canada parce qu'on va chercher des éléments qui nous réunissent. Et j'ai toujours cru aussi à la force du discours commun. C'est-à-dire que oui, on est différents comme Québécois à bien des égards, sur le plan culturel, sur le plan de la majorité de la religieuse, sur le plan de l'histoire et tout ça, mais en même temps, les autres aussi sont différents. Là, moi, quand je vais à Terre-Neuve, Terre-Neuve, c'est pas l'Alberta, c'est même pas son voisin, la Colombie-Britannique. Et est-ce que parce qu'on est différents, il faut nécessairement qu'on se sépare? Non, moi, je crois que si on prenait l'ensemble des États-nations dans le monde, puis chacun faisait son pays, ça serait impensable, ça serait incalculable. Donc, on est capable d'être différents puis de cohabiter. Et c'est pour ça que je n'ai jamais eu à choisir ou voulu choisir entre mes identités qui sont multiples, dont celle d'être québécois, d'être canadienne. Puis je les classifie pas non plus en étant plus québécois, canadien ou plus canadien, québécois. Je suis extrêmement fier d'être québécois, fier d'être canadien aussi. Parce que dans le discours public en ce moment, surtout au Québec, on oppose beaucoup il y a un relent du nationalisme québécois avec l'élection de M. Legault, etc., une affirmation là, de l'identité nationale, mais on l'oppose beaucoup au multiculturalisme de M. Trudeau, comme en disant « t'es multiculturaliste ouais, mais ça, c'est... ou t'es nationaliste ». Mais moi, c'est parce que des fois, je me gratte la tête en lisant ça. Et je sais qu'on le lit beaucoup à certains endroits, mais c'est comme s'il y avait une stratégie multiculturelle au Canada. Il y en a une. Ben, il n'y a pas de stratégie d'opposition. On n'est pas en campagne contre. Je suis le ministre du multiculturalisme, le patron. J'ai pas de stratégie pour venir contrer d'autres choses. Le multiculturalisme vit beaucoup à travers des programmes pour que des communautés viennent célébrer leur identité, leur fête nationale, pour inviter d'autres, et ci et ça. Mais moi, je suis profondément québécois, puis je vois pas le multiculturalisme comme une stratégie globale, un plan d'action pour venir étouffer le nationalisme québécois ou quoi que ce soit. Là, j'ai jamais vu ça comme ça. Mais le nationalisme québécois, surtout quand on est dans des débats identitaires sur la langue, la laïcité, etc., il y a un pendant de ce discours-là qui vise à protéger la spécificité du Québec par rapport aux autres. Et cette idée que le Québec a besoin d'un traitement un peu différent parce que c'est une société francophone tout petite dans un océan anglais, et voit ce multiculturalisme-là, de mettre toutes les autres cultures sur un même pied d'égalité comme une menace ou un risque. Vous le voyez pas, vous? Ben, je peux comprendre. Non, je comprends très bien les craintes, je peux comprendre les appréhensions, puis je comprends définitivement la situation dans laquelle on se retrouve, nous, les Québécois. C'est-à-dire une majorité francophone, mais tout en étant une minorité à travers le Canada, à travers
à travers le continent. Et le fait français, il faut le préserver, il faut le protéger, il faut le promouvoir, il faut qu'il y ait plus de français, pas moins de français. La loi 101, moi, je l'ai toujours appuyée, puis je l'appuierai toujours, là. Et ça a permis de renforcer le français. Est-ce qu'on peut faire mieux? Très certainement qu'on peut faire... Moi, je suis un amoureux de la langue française, là. Je veux dire, l'anglais, je l'aime bien, mais c'est fonctionnel, là. Je veux dire, c'est pratique. Mais moi, c'est le français, là. Et je comprends ce réflexe de vouloir défendre, et je l'encourage aussi. Mais est-ce qu'on doit toujours défendre ça en opposition à d'autres? Est-ce qu'il y a une volonté du Canada anglais de venir, écraser le Québec? Je ne vois pas le Canada anglais comme une entité unique. Encore une fois, les gens de BC, les gens de Terre-Neuve, les gens des Prairies où j'étais la semaine passée, ils n'ont pas toujours tant que ça des choses en commun. Vous savez, lorsqu'on dit tout le temps, si le Québec se sépare, on va négocier avec le Canada. Mais le Canada, c'est qui? Le Canada, si le Québec se séparait, il est très possible que le Canada lui-même se sépare à d'autres entités. Vous pensez? C'est très possible, absolument. Le Canada est une addition, un ensemble de provinces, de régions qui sont parfois similaires sur certaines choses, parfois très différentes, mais qui ont décidé de mettre ensemble leur destinée, leur avenir, leurs rêves, leurs choix, leurs aspirations. Puis, malgré le fait que ces différentes existent, on décide de continuer ensemble. Le sentez-vous fragile, le Canada, en ce moment? En termes, justement, identitaires, je regarde, il y a ces débats déchirants au Québec autour de la laïcité, de l'identité qui reviennent. Et là, on est dans un moment, il y a un nationalisme albertain, je pense, là, qu'on peut clairement décrire, qui est défini en opposition au reste du Canada aussi. Il y a un même phénomène en Colombie-Britannique. On sent comme s'il y avait plein de fractures qui s'opéraient au Canada. Ça vous inquiète, ça? Mais c'est le Canada. Ça a toujours été le Canada. Il y a des mouvances, il y a des changements structurels, conjoncturels. Et le Canada est à la fois très fragile et à la fois très fort. Il est fragile de par sa diversité, de par les différences, mais aussi très fort parce qu'à quelque part, il représente un peu un idéal, un projet commun qui a une certaine noblesse, une certaine beauté. Et il faut jamais sous-estimer ça non plus. La culture dans votre vie, vous la consommez, oui. Quelle place elle occupe? Une place fondamentale. Je le disais tantôt, moi, quand je suis arrivé ici, je parlais pas un mot de français. Là. En fait, je disais un mot, c'était ici. Je disais ici, ensuite je partais courir 10 pieds plus loin, puis là, je criais ici. Fait que c'était ça mon français pendant un bout. Puis non, mais c'est vrai. Puis ensuite, c'est à travers la lecture. Donc puis honnêtement, ça a été toutes les grandes de la littérature française. J'ai toujours été versé vers ça, des choses beaucoup plus accessibles au début, qui étaient les Dumas. Donc ça a été aussi Maurice Leblanc, Arsène Lupin, ça a été le Fantôme de l'Opéra, ça a été les Quatre Mousquetaires, ça a été tout ça. Et par la suite, évidemment, les Camus et autres. Donc, votre livre culte, est-ce qu'il y en a un qui va toujours avoir il y en a un, oui, mais je pourrais pas exactement vous dire pourquoi c'est le Comte de Monte-Cristo, en quelque part, parce oui, ça a été puis Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, je vous dirais que c'est celui-là que j'ai lu pour une première fois à l'âge de 12 ans. Lorsque j'étais avec mes parents, j'étais enfermé dans la salle de bain pour garder la lumière allumée pendant qu'ils dormaient pour le lire. Ça m'a fasciné, ça me fascine encore aujourd'hui. C'est de côté noble, courage physique, courage de l'esprit, une certaine une énorme abnégation, sachant que la femme qu'on aime est aimée par un autre et on lui transmet ses propres paroles pour qu'il puisse la charmer. Tout ça, il y a quelque chose de beau, de poétique, de triste. Puis en même temps, il y a tout le courage physique dont fait preuve Cyrano à travers ses batailles. Et je dirais que c'est mon œuvre. Dernière question, les gens nous écoutent, vous êtes ministre de la Culture, ministre du Patrimoine, confronté à un dilemme économique monumental. Les gens se demandent, est-ce que dans le fond, nos gouvernements ne sont pas en train de baisser les bras face aux géants? Comment on fait pour la sauver, notre culture, notre industrie culturelle? Non, pas du tout, du tout. Au contraire, on a décidé d'apporter des changements de fond. Les changements de fond peuvent prendre un certain temps et ils doivent être très inclusifs. C'est-à-dire que ils s'adressent pas nécessairement à une seule compagnie. Parce que probablement que vous faites, Google, Apple. Vous pensez à Netflix, là, évidemment. Mais on va pas faire un changement juste pour Netflix, ou un pour Google, ou un pour Amazon, ou Apple, ou quoi que ce soit. C'est que tout a changé de façon
extraordinaire. On consomme plus les choses de la même façon. On regarde la télévision sur notre téléphone. On achète de moins en moins de CD. On fait du streaming, etc. Alors, nous, on peut pas s'adapter à la pièce. On doit faire des changements majeurs et on est en train de les faire. On a mis un panel sur pied. Moi, j'ai bien hâte d'avoir les rapports puis on commence déjà à avoir une bonne idée d'où on va s'aller. Mais on va faire en sorte que, une chose qui est claire, c'est tous ceux qui participent au système, là, les Netflix, les Amazon, les autres de ce monde, mais ils vont devoir contribuer au système. Ce que le rapport... Vous allez être capable de leur tenir tête? Bon, ça, c'est sûr. Ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut leur tenir tête. Ils le savent. Parce que l'opinion de bien des gens qui nous écoutent, c'est que les gouvernements sont un peu impuissants face à ces compagnies qui sont supranationales. Là. Non, c'est simplement que il y a eu des changements structurels pour lesquels les différents gouvernements ne savaient pas trop comment réagir. Alors, on commence à trouver une façon de répondre à ça. Puis, il y a certaines voies qui passent par des ententes multilatérales. Sur la taxation, par exemple, il y a des trucs qui discutent à l'OCDE. Il y a aussi des décisions qu'on peut prendre au niveau national, par exemple, la contribution à du contenu canadien ou autre. Mais tout ça... il y a une chose qui est fondamentale et on le mentionne jamais assez, c'est que pourquoi on est capable de le faire et pourquoi on va le faire? Parce qu'on a réussi à négocier avec les Américains l'exemption culturelle. Parce que lorsqu'on a négocié le dernier traité de libre-échange, on s'est assuré de préserver notre capacité fondamentale à faire des lois pour préserver notre culture. Ça va prendre combien de temps avant que votre gouvernement puisse vraiment agir sur ce front-là? Dans les prochains mois, je dirais. Avant l'élection? Non, parce que le rapport final vient en janvier, c'est ça. Pratique. Il y a des choses qu'on peut peut-être faire avant. Faut voir avant. Mais c'est pas une question de stratégie électorale ou quoi que ce soit. C'est que ça prend un certain moment. Il y a certaines informations qu'il faut rassembler. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui contribuent à tout cet effort-là, mais il va être majeur une fois que ça va prendre vie. Un rêve que vous voulez réaliser? En fait, je vis un rêve. C'est drôle à dire, mais de faire partie d'un groupe qui a un petit mot à dire sur les choses, sur la façon dont ça se réalise. Je vis un rêve. Si je peux inculquer cette passion-là à d'autres, j'aimerais ça aussi. Merci beaucoup, M. Rodriguez. Merci à vous. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis, mercredis à 16h30 avec Mario Dumont, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, la Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.